Bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va assister à une rencontre pas comme les autres, presque une rencontre du troisième type cette semaine à Jérusalem. Elle réunira Nikolai Petroshev, le conseiller de la sécurité nationale russe. On aura John Bolton pour les États-Unis et Eitan Ben David pour les Israéliens. Alors pourquoi cette rencontre, Stéphane, est-elle tant exceptionnelle ? Parce que c'est la première fois qu'une rencontre de ce genre a lieu, en tout cas publiquement, et le fait qu'Israël soit associé à cet événement, même qu'elle l'accueille dans sa capitale de Jérusalem, aux côtés des deux hyperpuissances, démontre l'importance stratégique que nous avons acquise ces dernières années. Washington et Moscou ont besoin de se coordonner avec Israël sur ce sujet crucial qu'est l'Iran. Alors concernant l'Américain, John Bolton, je pense qu'on a déjà vu des images de lui en Israël, il a déjà atterri alors. Ah ouais, il a atterri samedi, d'ailleurs c'est bien à l'avance de cette réunion, ça montre aussi, ça souligne son importance. Il a eu le temps de donner une importante conférence de presse hier avec Benjamin Netanyahou. Et pour tout dire, Bolton a vraiment l'air à la maison ici, et les deux hommes à la conférence de presse étaient d'accord absolument sur tout. Ils ont réaffirmé le rôle néfaste que joue l'Iran dans la géopolitique mondiale et régionale, ainsi que le fait que l'Amérique et Israël ne le laisseront jamais acquérir la bombe atomique. Ça a été répété à la fois par M. Netanyahou et par Bolton, et c'était très ferme. Et puis, comme pour répondre à l'article de Jean Tzadik de vendredi, beaucoup l'auront lu parmi nos auditeurs, Netanyahou a répondu à l'Amérique en lui disant « Amérique, nous sommes à vos côtés et nous sommes prêts à nous battre à vos côtés si vous nous le demandez ». Et c'était fait de manière très claire pour que personne n'ait de doute à ce sujet, à commencer par les Iraniens. Alors Stéphane, cette réunion, elle intervient dans un moment de tension dans le Golfe. À quel point la situation avec l'Iran est considérée comme sérieuse du côté de Jérusalem ? Ouais, extrêmement. On veut pas faire peur à la population, on veut pas envoyer des signaux aux Iraniens ni à leurs alliés au Liban, mais on se prépare discrètement ou relativement discrètement à la confrontation. Alors on colmate à la hache les brèches dans la défense passive et les pilotes s'entraînent presque sans discontinuer. On les entend énormément dans le ciel. Et les divers commandos spéciaux aussi s'entraînent pratiquement tous les jours. Là, on est vraiment entré en phase de préparation de conflit en Israël. C'est au niveau de l'armée, au niveau des services du renseignement. Tous sont à fond dans leurs activités. Alors au niveau des Américains qui seront donc présents dans cette réunion au sommet, est-ce qu'on sait exactement ce que veulent les États-Unis ? Ouais, on sait, ils veulent constituer un front le plus uni et le plus large possible contre l'Iran. Leur but, c'est de ne pas octroyer aux ayatollahs la possibilité d'échapper à leur pression. Et puis pourquoi ils rencontrent aussi les Russes à Jérusalem ? Parce qu'ils veulent que les Russes ne les embêtent pas si la bagarre éclate. Et cela passe par une vaste entente qui englobe également la situation en Russie. On ne peut pas imaginer que l'Amérique soit confronté à l'Iran militairement dans le Golfe et dans toute la région, l'Arabie Saoudite aussi, les États du Golfe, et qu'en même temps, il y a des confrontations, des affrontements ouverts en Syrie. Ça, c'est pas possible. Et par exemple, sur le Golan, si Israël était amené à intervenir, il faut que la situation avec la Syrie soit le plus calme, la plus calme possible. Donc cela, ça se prépare. Et même les Israéliens sont allés, c'est à ce point sérieux, la semaine dernière en Russie pour préparer cette rencontre. D'autres Israéliens sont allés aux États-Unis. On prend vraiment les choses très, très au sérieux. Et c'est les Américains, quelque part, qui l'ont demandé. Alors Stéphane, on comprend cette présence américaine, ça se passe avec les Israéliens également. On imagine qu'avec les Russes, il y a également de nombreuses réunions de coordination, mais pourquoi participer à une conférence et surtout pourquoi le faire savoir publiquement du côté des Russes ? Parce que l'Iran n'a pas d'amis, c'est pas comme le monde arabe chiite. Les Russes n'ont pas vraiment d'intérêt à faire savoir qu'ils ont des sympathies pour l'Iran, de ménager l'Iran.
Et puis, ils sont pas les amis de l'Iran. Et de plus, Moscou, Poutine pense que la présence des Iraniens en Syrie gêne leurs plans. Ce que les Russes aimeraient, c'est normaliser la victoire de Bachar al-Assad au travers notamment d'un rapprochement entre Damas et l'Arabie saoudite, donc avec les autres pays sunnites. Et Poutine sait très bien que tant que les Iraniens sont en Syrie, les Iraniens qui sont les ennemis numéro 1 et principaux et centraux de tout le monde arabe sunnite, eh bien, tant que les Iraniens sont en Syrie, cela ne pourra pas arriver. Et puis les Russes sont comme les Russes, c'est-à-dire qu'ils veulent faire du troc aussi. Ils ont des tas de choses qu'ils cherchent à négocier, à échanger contre leur non-ingérence justement dans la dispute iranienne. On va donner l'exemple, par exemple, de ce qu'ils vont demander à coup sûr, c'est la reconnaissance ou tacite, à tout le moins, de leur présence dans l'est de l'Ukraine et la levée des sanctions européennes et américaines qui découlent de cette présence. Puis il y a pas mal de choses comme ça. On peut aussi penser à leur présence en Syrie. Ils veulent pas qu'elle soit mise en doute, qu'ils soient sous la pression de devoir quitter ces endroits qu'ils occupent. Il y a aussi, ils sont également dans une situation de pression avec la Turquie et les États-Unis aussi. Donc ils ont beaucoup de choses à échanger et ce qui fait que, à notre avis ici, cette réunion de Jérusalem sera couronnée de succès, même d'un grand succès probablement. Alors Stéphane, on parle beaucoup des 3 participants à cette réunion, je le rappelle, israéliens, américains et russes, mais il y aurait d'autres participants qui eux se feraient beaucoup plus discrets. Est-ce que vous en savez plus, Stéphane? Si j'en savais plus, je le dirais pas forcément, mais je confirme qu'il se dit en coulisses avec insistance que juste après la rencontre entre les Israéliens, les Russes et les Américains, il va s'en produire d'autres qui comprendront, c'est ce qu'on dit, les responsables sécuritaires les plus hauts d'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes ici en Israël. Et d'ailleurs, les mêmes rumeurs nous disent que ils viennent assez souvent et ils se trouveraient très très bien chez nous. Et ils n'ont pas l'impression non plus d'être à l'étranger. Et donc, on comprend cette volonté américaine et russe à en moindre niveau, cette volonté d'élargir le plus possible le front face aux Iraniens. Plus ce front est élargi, plus il est soudé et plus les choses iront simplement pour eux. Stéphane, on rappelle que cette réunion au sommet, elle intervient dans un climat de tension dans la région du Golfe avec les Iraniens. Est-ce qu'on doit s'attendre à des frappes américaines dans un bref délai par rapport aux Iraniens? En fait, ils l'attaquent déjà, l'Iran, les Américains. Aujourd'hui même, ce lundi, ils ont annoncé qu'ils lançaient un nouveau train de sanctions contre l'Iran. Et l'Iran est déjà suffocant. Alors, je sais pas, rien n'a filtré pour le moment, mais il paraît que c'est un train de sanctions très lourd. Plus encore que ce qui existe jusqu'à maintenant et qui étouffe déjà les ayatollahs. Et c'est pour cela que les ayatollahs multiplient les provocations. Et ce qu'il faut dire très très clairement, c'est que militairement, les Iraniens ne peuvent strictement rien faire. Et c'est ça la force de l'Amérique, la puissance de l'Amérique, c'est que Donald Trump n'a qu'à agir sur le plan économique et attendre. Le temps joue pour l'Amérique. L'Iran est en train de s'asphyxier. Et puis, il faut être prêt pour apparaître à toute éventualité par une présence militaire de la Navy et des pilotes américains dans le Golfe et partout dans la région. Il faut préparer une bonne synchronisation avec ses amis. C'est ce qu'ils font cette semaine à Jérusalem notamment. Et puis, il faut faire avancer le rouleau compresseur économique. C'est déjà les Iraniens qui sont sur la défensive. Et dans cette dynamique, Téhéran va céder. C'est pas une question, c'est inexorable. Il n'y a même pas besoin de se poser la question parce que militairement, l'Iran n'a rien à opposer ni à l'Amérique ni à Israël. On en parle pratiquement chaque lundi. Israël fait face à l'armée iranienne, notamment en Syrie, absolument ce qu'elle veut.
elle attaque, elle détruit des bases, elle détruit des armements, elle détruit des commandos, et elle ne compte aucune perte. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe différemment dans une guerre plus large à partir du Golfe Persique. L'Iran ne peut rien faire militairement, ni maintenant, ni pendant une frappe, ni pendant une confrontation, et ni après. Et ça, c'est très important. Donc, le temps joue pour les adversaires de l'Iran. Stéphane, en guise de conclusion, et pour que nos auditeurs comprennent bien, vous voulez dire quoi quand vous dites que Téhéran ne peut rien faire militairement? Parce que si on se rappelle des nombreuses analyses que vous nous faites depuis Metula, on entend souvent parler des puissances balistiques, de nouveaux tirs iraniens. Ils ont vraiment aucune portée et aucune puissance militaire? Ils essaient. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas de puissance militaire du tout. Ils ont une armée, ils ont une sorte d'aviation. Ils essaient de développer des missiles, notamment balistiques. Et ils ont un bon niveau technique et scientifique. Mais en comparaison des puissances technologiquement les plus avancées du monde, que sont Israël et l'Amérique notamment, ils sont à l'âge de la pierre comparativement à leurs adversaires. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire. Et s'ils nous attaquent, ce serait l'erreur à ne pas faire. Eh bien, le régime des ayatollahs courrait à son éradication. C'est la pire erreur qu'il peut faire. D'ailleurs, on le voit, il s'attaque non pas au porte-avions, non pas à Haïfa, il s'attaque à des pétroliers, il s'attaque non pas à des avions américains, il s'attaque à des drones sans pilote. Donc, ils font très attention, notamment dans leurs provocations. Parce que si ces provocations touchent aux intérêts stratégiques américains, bien sûr, il y aura la guerre, il y aura une riposte. Donc, c'est de la petite provoque, mais ils n'ont rien à gagner dans une guerre. L'unique pression, Jim, qu'ils peuvent exercer, c'est d'augmenter la production d'uranium enrichi. Mais là, ils ont deux problèmes. D'abord, ils essaient de faire illusion, mais augmenter leur production d'uranium enrichi, c'est pouvoir fabriquer une bombe, c'est pas la fabriquer. On n'a pas vraiment l'impression qu'ils sauraient quoi en faire, même s'ils avaient une bombe aujourd'hui. Donc ça pose des questions. Puis il y a un autre aspect, c'est qu'on a tracé les lignes rouges. Et puis s'ils passent les lignes rouges, il y aura la guerre. C'est le seul scénario dans lequel il pourrait y avoir la guerre. Soit une provocation, il y aurait des morts israéliens ou américains, soit s'ils passent la ligne rouge dans leurs activités d'enrichissement d'uranium. Voilà les deux plus gros dangers qui pèsent sur le régime des ayatollahs. Stéphane Juffin en direct de Metula pour une dernière fois lors de cette saison régulière 2018-2019. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous retrouvera évidemment durant l'été si l'actualité le demande, comme finalement malheureusement à chaque été. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Merci à vous, je vous souhaite de bonnes vacances. Je pense qu'on va se retrouver, pas forcément Bruxelles-Metula ne part jamais réellement en vacances. Effectivement Stéphane, à très 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 bientôt alors.